Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Ouverture dans 1 heure des bureaux de vote pour la présidence de l'UMP. Les adhérents sont appelés à choisir sur Internet leur nouveau patron. Parmi Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy et Hervé Mariton, ils seront fixés sur leur sort dès samedi soir à l'issue d'un scrutin particulièrement surveillé pour empêcher toute suspicion de fraude. Examen de la partie dépenses du projet de loi de finances au Sénat. Ce n'était pas arrivé depuis 2 ans et la nouvelle majorité de droite a souhaité marquer de son empreinte le budget. Cet après-midi, ce sont les crédits de la mission Travail et Emploi qui ont été adoptés. Le détail dans ce journal. Et comme tous les vendredis, nous finirons cette édition par le micro trop tard d'Alex Darmon. Cette semaine, il est allé voir les élus venus nombreux au congrès de l'Association des maires de France pour savoir s'ils avaient réellement le blues. C'est donc à partir de 20 h ce soir que les 268 000 militants de l'UMP vont pouvoir voter par Internet pour dire qui de Nicolas Sarkozy, Hervé Mariton ou Bruno Le Maire prendra la tête du parti. Et cette fois, pas question de revivre le psychodrame Copé-Fillon. Tout a été prévu pour éviter d'éventuelles irrégularités, comme nous l'explique Mounir Soussi. Le nom du candidat en tête de la course à la présidence de l'UMP est attendu ce week-end. Après l'échec de l'élection de 2012 et la guerre Copé-Fillon, la bonne tenue du scrutin est au cœur des préoccupations. Le vote électronique a été choisi. Un prestataire extérieur est en charge de l'organisation et de la sincérité du scrutin. Les 266 236 militants à jour de cotisation fin 2013 pourront voter. Ils ont reçu des codes personnels qu'ils devront entrer sur leur ordinateur pour valider leur choix et auront accès à 314 bureaux de vote électroniques sur tout le territoire. Dans le parti, c'est bien la volonté de tourner la page qui domine, même si une inquiétude subsiste. Et maintenant, on va rentrer dans la zone de tous les dangers, si vous voulez. Parce que la zone de tous les dangers, elle commence à partir de ce soir, avec un vote électronique dont on voit déjà qu'on a des standards assez sursaturés. Moi, je serai heureuse quand le vote sera fini, que tout aura bien fonctionné. Le choix du numérique, beaucoup moins gourmand en personnel et en bureau de vote, permet au parti de faire des économies par rapport à un scrutin papier. Pourtant, quelques bémols apparaissent. L'absence de répartition géographique des résultats irrite dans l'entourage des candidats, qui se souviennent sûrement que c'est l'oubli de 3 départements d'outre-mer dans le décompte total qui avait coûté la victoire à François Fillon il y a presque 2 ans jour pour jour. Et pour parler des enjeux de cette élection, notre invité ce soir, Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du département politique et opinion de chez Harris Interactive. Alors, tout a été prévu pour éviter les irrégularités. Est-ce que ce vote électronique réserve encore des surprises et peut-on s'attendre à un nouveau fiasco? Il réserve forcément des surprises. Et on sait que demain soir, nous aurons d'une manière ou d'une autre une surprise. Personne ne peut savoir ce que sera le vote précis des militants. Nous avons réalisé un certain nombre de sondages auprès des sympathisants, c'est-à-dire auprès des personnes d'une manière générale qui dans la société française se déclarent proches de l'UMP, mais savoir ce que pensent les 200 et quelques mille militants de l'UMP, aujourd'hui personne ne peut le savoir précisément. On peut rappeler, ça a été d'ailleurs indiqué un peu dans le sujet précédent, qu'il y avait eu une surprise avec ce 50-50 à peu de choses près entre François Fillon et Jean-François Copé il y a de cela 2 ans, alors même que dans tous les sondages d'opinion, il y avait une nette préférence de la part de ceux qui étaient au plus proche du corps électoral en faveur de François Fillon. C'est-à-dire que vous n'excluez pas un second tour ce soir? On peut a priori considérer que normalement, si tout se passe comme on peut l'entrevoir, que Nicolas Sarkozy devrait être élu demain le président de l'UMP. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde au regard des parrainages, au regard des meetings qui ont été réalisés notamment par Bruno Le Maire et Hervé Mariton, qu'il peut y avoir de la part de l'un des deux une surprise. Le nombre de parrainages d'Hervé Mariton est quand même assez important au départ. Il y a plus de 10 000 personnes qui se sont déclarées en faveur de sa candidature sur 200 et quelques mille militants. Ça pèse quelque chose. On peut penser que ces personnes-là seront vraiment présentes. C'est celui qui a réalisé le plus grand nombre de meetings, plus de 120 si je ne me trompe pas. Et Bruno Le Maire, c'est la première fois que cette forme de sensibilité est présente au sein d'une candidature à la présidence de l'UMP, ce qui est loin d'être négligeable. La troisième inconnue, c'est la participation. On sait que traditionnellement, depuis 2002, la participation à chaque consultation interne à l'UMP n'a jamais été très importante, de l'ordre de 50 à 60%. Quelques points de plus de participation peut avoir une incidence forte sur le comportement électoral et le résultat final. Ça veut peut-être dire que cette procédure qui se veut transparente, qui est mise en place pour éviter un risque d'implosion à l'UMP, peut-être que le résultat ne sera pas au rendez-vous.
On verra s'il y a des contestations, on verra s'il y a des débats, on verra si les écarts sont nets ou pas, notamment entre Nicolas Sarkozy et ces deux prétendants. On peut voir également qu'il peut y avoir des interrogations de la part de ceux qui n'ont pas la possibilité de voter ou qui vont se retrouver en difficulté. On a vu également qu'il y avait des personnes qui se posaient des questions en disant « je ne suis normalement pas à jour de cotisation et pour autant j'ai reçu des codes pour pouvoir voter, comment cela se fait-il » La contestation ne pourra avoir lieu que si on est dans un cas de figure assez serré. Dès qu'il y a un écart manifeste, a priori les contestations sont plus faibles que dans des cas plus resserrés. Et il y aura quand même un combat des chefs, ça sera peut-être la seconde étape selon vous, Jean-Daniel Lévy, après ce vote à la présidence de l'UMP. De toute façon, à droite, il y a toujours un combat des chefs. Et il y a toujours une contestation de la personne en place, de la part d'autres responsables politiques. Ça a été le cas, par exemple, au cours des précédentes campagnes électorales à la présidentielle. C'était le cas pour la bataille pour la présidence de l'UMP. Et ce sera le cas pour la primaire de 2016, où on sera là sur un cas de figure qui sera un cas de figure extrêmement différent, avec sur le papier une primaire qui serait une primaire plus ouverte, c'est-à-dire pas uniquement les militants de l'UMP, mais l'ensemble des personnes qui se sentent appartenir aux valeurs de la droite et du centre, et avec aujourd'hui un cas de figure assez spécifique, c'est-à-dire une personne qui est quelque peu sortie du jeu, qui donne le sentiment de pouvoir véritablement revenir. Il s'agit d'Alain Juppé. On voit bien qu'il n'est pas forcément au cœur des sympathisants de l'UMP, mais dès qu'on élargit un petit peu, il arrive à donner le sentiment qu'il peut remporter la bataille. Autre temps fort de ce week-end de politique, c'est le congrès du Front National. Un sondage Harris Interactive pour Marianne fait d'ailleurs état de ses sympathisants qui seraient d'accord finalement pour des alliances avec le Front National et l'UMP, notamment en vue des régionales pour battre le PS. Quelle analyse faites-vous de ce sondage ? Deux types d'analyses. C'est que la porosité aujourd'hui entre les sympathisants de l'UMP et les sympathisants du Front National apparaît comme étant assez importante et même plus importante que ce qu'on avait pu mesurer au cours des années passées. C'est une porosité d'ailleurs qui va dans les deux sens. On a souvent tendance à dire qu'on a des militants ou des sympathisants de l'UMP qui peuvent aller vers le Front National. Là, on voit que l'inverse est vrai et que l'appétence de la part des personnes qui se déclarent proches du Front National à dire à un moment, pour faire barrage à la gauche, nous sommes prêts à faire alliance, voire même à voter pour un candidat de l'UMP au deuxième tour pour éviter que la gauche soit conserve, soit gagne une région, apparaît comme étant relativement importante. Et puis également des valeurs qui sont considérées de part et d'autre de cette droite et de cette extrême droite comme étant plutôt globalement assez communaux, en tout cas plus que ce que l'on aurait pu imaginer par le passé. Et là encore, avec des sympathisants du Front National et qui ne se sentent pas comme faisant une barrière véritable avec cette frange de la droite. Eh bien, merci beaucoup Jean-Daniel Lévy pour cet éclairage. Et pour connaître les résultats de ce scrutin, édition spéciale des chaînes parlementaires, demain samedi à partir de 22h. La Commission européenne a accordé un dernier répit à la France comme à l'Italie et à la Belgique en renvoyant au printemps son verdict sur les budgets, mais elle exige plus d'efforts pour améliorer les finances publiques sous peine de sanctions. Je vous le disais en titre, le Sénat a entamé aujourd'hui l'examen de la partie dépenses du projet de loi de finances et les sénateurs sont rentrés dans le vif du sujet. La nouvelle majorité de droite entend faire des économies, quitte à rogner sur les contrats aidés. Marie Brémaud. Les sénateurs marquent leur différence avec l'exécutif dans le cadre du projet de loi de finances. La bataille du jour, les contrats aidés. On affecte ces fonds aux entreprises beaucoup plus que dans un service public. Donc c'est un choix d'orientation, c'est un choix philosophique et c'est presque aujourd'hui l'opposition à ce dogme du tout État. Une opposition incarnée par Roger Carucci qui a donc proposé un transfert d'argent des contrats aidés du secteur public vers les contrats aidés du secteur privé. On a dit au ministre, attendez, vous prévoyez 270 000 contrats l'année prochaine, vous n'en mettez, même si c'est en progression, que 80 000 dans le secteur marchand auprès des entreprises et encore 190 000 dans le secteur parapublic. Pardon, mais on vous enlève un peu de crédit sur le secteur public, mettez-les dans le secteur marchand. Cet amendement supprime donc les crédits alloués aux contrats aidés du secteur public. Du bon sens pour la droite qui met en avant l'inefficacité du dispositif, mais à gauche, on dénonce les mensonges. Nous pouvons trouver de nombreux témoignages de jeunes qui ont eu le pied mis à l'étrier dans un service public, dans une collectivité locale, dans une association à caractère social et qui, peu à peu, ont pu trouver une insertion professionnelle. Donc ce n'est pas vrai.
La gauche et le gouvernement qui comptent sur l'Assemblée nationale pour rétablir les contrats de génération et d'avenir dans le secteur public. L'exécutif espère in fine une augmentation de 45 000 contrats. La Cour d'appel de Paris a infirmé un non-lieu dans l'affaire des indemnités de Gérard Larcher. Mais la justice demande un supplément d'informations sur un aspect secondaire du dossier. Selon son avocat contacté par l'AFP, le président du Sénat pourrait de nouveau être entendu par un juge. Gérard Larcher est visé depuis 5 ans par la plainte d'un opposant sur le cumul de ses indemnités d'élu. En 2008, il avait plaidé une erreur de ses services et avait déjà restitué en 2 fois les 8 500 € correspondant, selon lui, à un trop-perçu. La reconnaissance d'un État palestinien en débat à l'Assemblée nationale. Une proposition de résolution socialiste est examinée par les députés aujourd'hui, avant un vote à l'Assemblée nationale mardi et au Sénat le 11 décembre. Un texte non contraignant mais très symbolique. Paul Bouffard. 2 heures de débat qui auront été parfois houleux. Une résolution socialiste qui ne fait pas l'unanimité. Si gauche comme droite veulent reconnaître l'État palestinien, c'est la méthode qui pose problème. Pour le PS, une reconnaissance par la France serait le moyen de relancer le processus de paix dans l'impasse. À l'UMP, les voix sont discordantes. Certains voteront contre, comme Christian Estrosi qui demandait le 18 novembre dernier le retrait de la résolution. De son côté, Christian Jacob, chef de file des députés UMP, met en doute la conformité constitutionnelle du texte. Mardi, les députés voteront. Le Sénat se penchera sur la question le 11 décembre. Au final, un vote qui n'aura pas valeur de reconnaissance de l'État palestinien par la France, car le choix revient en dernier lieu au gouvernement. L'idée fait son chemin en Europe. La Suède reconnaissait la Palestine au mois d'octobre. En Espagne, Royaume-Uni et en Irlande, des votes symboliques ont eu lieu au Parlement. Et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a soutenu un calendrier de 2 ans pour aboutir à un accord de paix dans le conflit israélo-palestinien. On l'écoute. Aux Nations Unies, nous travaillons avec nos partenaires pour essayer, je dis bien essayer, de faire adopter une résolution du Conseil de sécurité en vue d'une relance et d'une conclusion des négociations, pour laquelle le terme de 2 années est le plus souvent évoqué et le gouvernement français peut reprendre ce chiffre à son compte. Et avant de terminer cette édition, une visite remarquée au Congrès des maires de France, celle d'Alex Darmon. Les maires sont-ils vraiment en colère? La réponse en images avec le micro trop tard. Excusez-moi, on est bien au Congrès des maires là? On est bien au Congrès des maires? Oui. Vous avez pas vu la mienne, je la cherche depuis 2 heures. Je suis drôle hein? Ouais. C'est micro trop tard. Cette semaine, on a l'AMF au Congrès des maires de France. On va revenir sur leur statut et sur le non-cumul des mandats. Apparemment, ils sont en colère. Je sais pas, moi je suis de bonne humeur. Je pense qu'on va passer une bonne après-midi. On dit que les maires aujourd'hui grognent en France. Certains grognent, effectivement, oui. Tous les Français grognent, tous les Français râlent, on est des Français avant tout. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas être satisfait de ce qu'on entend ce matin et l'autisme du gouvernement. Faut voir comment vous grognez, voir si vous faites peur. Ah oui, là j'ai peur. On va grogner en disant ouh, en se manifestant. Quoi. Et vous avez demandé quoi, Manuel Valls? Je vais lui demander qu'il revienne un peu sur ses positions pour libérer un peu les communes. Bah, je sais pas, vous grognez pas, vous? Non. Ah, vous êtes content? Oui. Ah, bah, je me suis trompé de table. Vous venez de quelle commune? Et bon, Jura. Ah, j'aurais eu Texas comme ça. Comme ça, j'aurais eu Texas. Mais bon, d'accord, bah mieux. Il y a un coup de blues chez les élus locaux? Vous voulez nous chanter quelque chose? Un petit peu de blues? Non? Même pas. Vous n'avez pas le blues? Non. Non? Non. Ah, le blues, on l'a pour le budget. Non, là, j'ai pas le blues. J'ai la niaque et j'ai envie de me battre. C'est différent. En tout cas, je sais pas s'ils ont le blues, mais ils ont la dalle. Hein. Vous êtes pour ou contre le non-cumul des mandats pour les élus? Ah, moi, je cumule pas, j'ai arrêté de travailler. Le non-cumul, 100%, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. L'excès de cumul, non. Alors, il y a le sénateur-maire me semble pas anormal, mais... Il est nécessaire que les élus nationaux soient au courant de ce qui se passe à la base. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour la population. C'est pas de se faire une carrière personnelle. On m'a dit que Manuel Valls arrivait par là. On a l'info, il n'y a que nous, il n'y a que nous. Ils m'acclament déjà alors qu'ils ne me connaissent pas. Fantastique, bonsoir. Bonsoir.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre La Politique c'est net. Caroline Deschamps ausculte le côté sombre d'Internet. Bonne soirée sur Public Sénat.